Le ventilateur au plafond tournait paresseusement au-dessus de sa tête, tandis qu'Élise Moreau se tenait droite devant le conseil municipal de Montbrun. Sa silhouette frêle semblait presque disparaître derrière l'imposant pupitre en bois massif. Cela faisait 6 mois qu'aucun mot n'était sorti de sa bouche. Et pourtant, à 8 ans, elle s'apprêtait à rompre le silence. Derrière elle, à travers les portes grandes ouvertes de la salle communale, des dizaines de bergers allemands étaient assis, formant une ligne parfaite. Leurs yeux ambrés fixaient la petite fille comme si elle était leur commandante. « Les chiens restent !» dit Élise d'une voix cassée par le mutisme, mais chargée d'une détermination qui coupa court au moindre murmure dans la salle comble. « Vous avez tous ri quand je les ai recueillis. Vous avez traité mon grand-père de vieux fou. » Assis sur l'estrade, le maire Denis Vautrin se pencha en avant, le visage rouge d'une colère à peine contenue. « Mademoiselle Moreau, cette ville a été patiente, mais on ne peut pas tolérer 100 animaux potentiellement dangereux. Ce ne sont pas des chiens errants. » Coupa Élise en serrant le bois du pupitre si fort que ses jointures devinrent blanches. Ce sont des héros que personne n'a voulu reconnaître. Elle se retourna lentement vers la foule, les larmes traçant des sillons sur ses joues, encore salies par la poussière. « Vous m'avez donné 3 jours pour prouver qu'ils ont leur place ici, sinon ils seront abattus. Alors je vais vous montrer pourquoi ils m'ont trouvé et pourquoi ils doivent rester. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. La ville de Montbrun, au nord du Massif central, avait connu des jours meilleurs. Jadis prospère grâce à l'élevage et à ses marchés agricoles, elle portait désormais les stigmates d'un lent déclin. La rue principale comptait plus de vitrines vides que de commerces encore ouverts, et les prairies alentours, jadis pleines de vie, étaient peu à peu vendues à des promoteurs avides d'installer des complexes touristiques. Une ville coincée entre son passé glorieux et un avenir incertain. La ferme des Moreau s'étendait sur 50 hectares, juste à la sortie de la ville, bordée par une forêt dense qui montait à flanc de colline. Autrefois impeccable, la vieille maison blanche montrait aujourd'hui des signes d'abandon. La peinture s'écaillait, la grange rouge penchait légèrement depuis les fortes chutes de neige de l'hiver dernier. Depuis l'incendie tragique qui avait coûté la vie à ses parents 6 mois plus tôt, Élise vivait là avec son grand-père, Gabriel Moreau. Avant la tragédie, Élise était une enfant pétillante, toujours un mot à la bouche, les cheveux auburn s'échappant de ses tresses mal faites et un éclat de malice dans les yeux. Elle adorait poser des questions, trop parfois. Mais depuis cette nuit où les flammes avaient avalé sa maison et ses parents avec, elle n'avait plus dit un mot. Les médecins parlaient de mutisme sélectif, une réponse psychologique à un choc traumatique intense. Et Gabriel, à 68 ans, avait dû assumer un rôle qu'il croyait terminé, redevenir parent. Ancien vétérinaire respecté, il avait pris sa retraite quelques années plus tôt et vivait dans une petite cabane qu'il avait construite au fond de la propriété. Grand, buriné, les mains marquées par les années passées à soigner bêtes et hommes, il avait gardé une tendresse intacte sous ses airs bourrus. La perte de son fils unique l'avait vieilli d'un coup. Et pourtant, il s'accrochait à la présence silencieuse de sa petite fille comme à une ancre dans la tempête. Docteur Amélie Duclos, la seule psychologue pour enfants de la région, venait chaque semaine. Mais Élise restait enfermée dans son monde silencieux, ne communiquant que par des gestes, des hochements de tête ou des petits mots griffonnés. Puis un jour, tout changea. C'était un mardi pluvieux d'avril. Élise avait pris l'habitude d'arpenter les limites du terrain lors de ses promenades quotidiennes. Elle y trouvait un réconfort étrange dans le silence des bois, loin des regards inquiets de son grand-père. Ce jour-là, alors que la pluie tombait doucement sur les pins, elle aperçut une masse sombre contre un tronc abattu. Elle crut d'abord à un faon blessé ou peut-être un petit sanglier. Mais en s'approchant prudemment, elle croisa 2 yeux ambrés, pleins d'intelligence. C'était un berger allemand, couché sur le flanc, haletant, l'une de ses pattes visiblement blessée. En tentant de se relever, il laissa échapper un gémissement avant de retomber au sol. Élise s'immobilisa. Le chien était immense, sans doute près de 40 kilos de muscles et de pelage trempé. Mais dans son regard, il n'y avait aucune menace. Alors, très lentement, elle tendit la main, paume vers le sol, comme son père lui avait appris. Le chien renifla ses doigts, puis posa doucement sa tête sur la terre mouillée. En cet instant, quelque chose se brisa en elle, ou peut-être se réveilla. « Tu as besoin de moi », souffla-t-elle, surprise par le son de sa propre voix. Elle n'avait parlé à personne depuis des mois, pas à Gabriel, ni à la psychologue. Pourtant,
Ces mots s'étaient frayé un chemin jusqu'à ses lèvres, comme s'ils avaient toujours attendu ce moment. Et le chien, comme s'il avait compris, redressa une oreille. Le ramener jusqu'à la maison ne fut pas chose facile. Élise était menue pour son âge et l'animal bien trop lourd pour qu'elle puisse le porter. Elle fit 3 allers-retours. D'abord pour lui apporter de l'eau dans ses petites mains en coupe, puis pour une poignée de viande séchée prise discrètement dans la cuisine, et enfin pour chercher son grand-père. Gabriel réparait une clôture dans le pâturage ouest quand il vit sa petite fille courir vers lui, essoufflée, paniquée, les bras agités. Elle ne courait jamais. Depuis l'accident, elle n'exprimait plus rien. Il lâcha ses outils et la suivit sans poser de questions. Ils trouvèrent le chien là où Élise l'avait laissé. Il reposait toujours sur la veste de pluie qu'elle avait étalée sur lui, la viande toujours intacte à ses côtés. Les réflexes du vétérinaire prirent le dessus. Mâle, jeune adulte, pas de collier, bien nourri, propre, pas un errant classique. La patte était sérieusement foulée, mais pas fracturée. Quelques coupures le long du flanc, peut-être causées par un passage dans du fil barbelé. Il a vécu quelque chose de dur, murmura Gabriel en inspectant l'animal. Mais il s'en remettra. Il regarda Élise, dont les yeux ne quittaient pas le chien. Il appartient peut-être à quelqu'un, il faudra vérifier s'il est pucé, mettre des affiches en ville. Mais la petite posa une main protectrice sur la tête du chien. Celui-ci lui lécha doucement le poignet, 2 fois, comme pour la rassurer à son tour. Gabriel poussa un soupir. Il n'avait pas vu autant de lumière dans le regard d'Élise depuis des mois. Bon, d'accord, on le ramène. Pour l'instant, ils fabriquèrent un brancard de fortune avec la vieille veste de travail de Gabriel et une branche tombée au sol. Ensemble, avec précaution, ils hissèrent le chien blessé et le ramenèrent jusqu'à la maison sous une pluie battante. Élise restait à ses côtés à chaque instant, lui murmurant des mots inaudibles, comme si elle tissait un fil invisible entre eux. Une fois à la maison, Gabriel transforma le cellier en infirmerie improvisée. Il étala de vieilles couvertures, remplit une bassine d'eau, installa de quoi désinfecter les plaies. Juste pour cette nuit, insista-t-il alors qu'Élise s'asseyait en tailleur près du chien épuisé. Demain, on vérifie s'il a une puce, on met des annonces, mais tu es responsable de lui. Nourriture, promenade, soins, compris ? La fillette hocha la tête avec un sérieux inattendu. Elle avait compris, et elle n'avait aucune intention de s'en séparer. Cette nuit-là, Gabriel se réveilla en sursaut. Le lit d'Élise était vide. Le cœur battant, il se précipita dans la maison. Il la trouva dans le cellier, endormie contre le chien, sa tête posée sur son flanc, la main posée sur son poil encore humide. Les deux dormaient profondément, paisiblement. Pour la première fois depuis des mois, le front d'Élise, d'ordinaire crispé par les cauchemars, était détendu. Gabriel ne put se résoudre à la réveiller. Un soir devint 3, puis une semaine. Aucune puce ne fut détectée, personne ne répondit aux affiches placardées au supermarché et à la boulangerie. Et tandis que la patte du chien guérissait vite, Gabriel dut admettre que l'animal n'était pas comme les autres. Il était propre, discipliné, obéissait à des ordres simples, n'était jamais agressif. Et surtout, Élise lui parlait, elle chuchotait dès qu'elle croyait qu'on ne l'écoutait pas. Pas encore avec les humains. Mais avec lui, oui. Elle lui confiait des pensées, des bribes de souvenirs, de petits ordres. C'était peu, mais c'était quelque chose, un trou dans le mur qu'elle avait bâti autour d'elle. 2 semaines après la découverte du chien, Gabriel posa sa tasse de café et déclara d'un ton neutre « Il peut rester, mais seulement ce chien-là. Et c'est toi qui t'en occupes. » Élise acquiesça aussitôt, les yeux brillants. Elle avait déjà trouvé un nom. Elle l'avait appelé Sultan. Ce soir-là, il la vit brosser sa fourrure avec douceur tout en murmurant doucement à son oreille. Elle riait même, très bas, à une plaisanterie que seul le chien semblait comprendre. Gabriel sentit une étincelle d'espoir renaître. Peut-être, juste peut-être, qu'elle reviendrait de là où elle s'était perdue. Mais ce que Gabriel ignorait, c'est qu'Élise avait entendu d'autres choses dans les bois. Des aboiements, des gémissements, des pas dans les feuilles. 3 semaines après l'arrivée de Sultan, elle suivit les bruits jusque dans une petite clairière à quelques centaines de mètres du champ nord. Là, blottie contre un rocher, elle découvrit 3 autres bergers allemands. Minces, méfiants, mais avec le même regard que Sultan. Le chien qui l'accompagnait s'approcha des nouveaux venus avec une étrange autorité tranquille. Ils le reniflèrent, se soumirent, puis lui léchèrent le museau, comme s'ils se reconnaissaient. Élise observa, fascinée, ce balai silencieux de signaux entre les chiens. Quand Sultan revint vers elle, les 3 autres le suivirent. « Vous êtes ensemble » murmura-t-elle, une certitude naissante dans la voix. « Une meute, une famille.
Le soir même, Gabriel sortit sur le perron pour appeler Élise à table. Il s'arrêta net. Dans la lumière dorée du couchant, il vit sa petite fille assise dans l'herbe, son sandwich soigneusement partagé entre Sultan et les 3 autres chiens, assis en arc de cercle autour d'elle. Il descendit lentement les marches, la voix calme. « Élise, tu veux m'expliquer ce qui se passe ?» La fillette leva les yeux, une lueur de défi passant sur son visage avant qu'elle ne baisse le regard. Elle pointa Sultan, puis les autres chiens, et joignit ses mains devant son cœur. 4 doigts levés. 4, les miens. Elle ne parla pas, mais Gabriel comprit parfaitement. 4 chiens, son cœur, sa famille. La réunion du conseil municipal se tint le dernier mardi du mois de mai, un mois jour pour jour après la découverte de Sultan. À cette date, la ferme Moreau abritait 30 bergers allemands. Tous partageaient la même morphologie, la même lueur vive dans le regard, la même discipline étrange. Gabriel avait tenté de poser des limites, d'abord à 4, puis à 10. Mais chaque fois, Élise revenait avec un nouveau chien, tremblant, affamé, couvert de cicatrices. Et chaque fois, elle le ramenait à la maison comme un trésor. Comment aurait-il pu les chasser ? Ce soir-là, la salle municipale débordait de monde. Les chaises pliantes avaient été empruntées à la paroisse voisine, mais beaucoup restaient debout, agitant des éventails improvisés pour supporter la chaleur du début d'été. Le maire, Denis Vautrin, siégeait au centre de l'estrade entouré de ses 4 adjoints. À 52 ans, il arborait le costume bien taillé et la coupe soignée d'un homme qui rêvait de carrière politique au-delà de Montbrune. Derrière son sourire trop lisse se cachait une ambition féroce. Point numéro 7 à l'ordre du jour, annonça-t-il d'un ton théâtral en consultant ses papiers, plainte collective concernant la propriété Moreau sur la route des Genêts. « Monsieur Moreau, veuillez vous avancer. » Gabriel se leva lentement depuis la dernière rangée, sous le regard pesant de la foule. Il regretta de ne pas avoir mis autre chose qu'une chemise à carreaux et un pantalon rapiécé. « Monsieur le maire, membre du conseil. Voisin, commença-t-il d'une voix grave, je comprends que la présence de ces chiens suscite des inquiétudes. Mais je vous assure qu'ils ne représentent aucun danger. Ils sont bien élevés, suivis, et nous prenons soin d'eux. 30 chiens, monsieur Moreau, coupa sèchement la conseillère Marianne Fabre, les lèvres pincées d'agacement. Notre règlement municipal était clair, mais 3 animaux de compagnie maximum sur une propriété résidentielle, sauf permis spécial que vous n'avez pas demandé. Sans compter les plaintes pour nuisances sonores, ajouta le conseiller Joël Barrault, propriétaire d'un magasin de bricolage menacé par la grande surface récemment ouverte à l'entrée de la ville. On entend les aboiements à toute heure. Ça dérange la tranquillité. Gabriel fronça les sourcils. Nous n'avons reçu aucune plainte directe. Les chiens sont étonnamment silencieux en vérité. Un rire moqueur monta du fond de la salle. Parce qu'ils préparent un coup fourré, ces cabots. Ce sont des chiens militaires, ça se voit, dangereux, tous autant qu'ils sont. Gabriel se retourna, interloqué. C'était Rémi Bastien, son voisin du champ mitoyen, celui qui essayait depuis 1 an de lui racheter ses terres à prix cassé. Des chiens militaires, ce sont des errants Rémi, des bêtes abandonnées qu'Élise a recueillies, rien de plus. Mais le maire Vautrin s'était redressé, un éclat calculateur dans les yeux. « Monsieur Moreau, plusieurs habitants ont signalé que ces animaux ressemblaient à des chiens d'intervention. Est-il possible qu'ils proviennent du centre d'entraînement de la Vauxière ? Ce site militaire n'est d'il qu'à 100 km. Gabriel avait lui-même nourri des soupçons. L'uniformité des chiens, leur obéissance, leur cohésion, cela dépassait de loin ce que l'on pouvait attendre d'animaux errants. Mais militaires, je n'en sais rien, répondit-il prudemment. Mais je peux vous dire qu'aucun d'eux n'a montré le moindre signe d'agressivité. Ma petite fille passe ses journées avec eux, et votre petite fille ne parle toujours pas, intervint une voix douce, mais ferme. C'était docteur Duclos, qui s'était levé au premier rang. En tant que psychologue d'Élise, je dois exprimer mes inquiétudes. Ces chiens peuvent renforcer son isolement. Elle communique uniquement avec eux. Ce n'est pas une solution durable. Un murmure nerveux parcourut la salle. Gabriel sentit la colère lui monter au visage. Avant qu'il n'ouvre la bouche, une silhouette menue s'avança. Élise. Elle marchait vers le pupitre, tremblante mais déterminée. C'était la première fois que la plupart des gens la voyaient depuis l'enterrement de ses parents. Pas dangereux, souffla-t-elle d'une voix à peine audible. Gabriel posa une main sur son épaule, le cœur noué. Elle inspira. Bon chien, ils m'aident, je les aide. Le maire Vautrin se pencha, le ton soudain plus doux. Élise, nous comprenons que tu aies vécu quelque chose de terrible et que ces chiens t'apportent du réconfort.
Mais 30, c'est bien trop. Il s'agit aussi de sécurité publique, de règlement. La conseillère Fabre intervint à son tour, plus conciliante. Peut-être pourrions-nous trouver un compromis? La famille Moreau garderait 3 chiens, comme le prévoit le règlement, et les autres seraient confiés à des refuges où... Non, coupa Élise, sa voix soudain plus ferme. Ils restent ensemble. C'est une famille. Un silence pesant tomba sur la salle. Le maire échangea un regard avec ses collègues, puis son visage se durcit de nouveau. « Je suis désolé, mademoiselle, mais cela ne sera pas possible. Le service d'hygiène a déjà classé votre propriété comme zone à risque sanitaire. 30 grands chiens sans structure adéquate? 31, glissa Rémi Bastien avec dégoût. J'en ai vu un nouveau entrer dans la grange ce matin. Votre ferme devient un chenil de l'enfer. Nous travaillons à améliorer les installations. Tenta de plaider Gabriel. J'ai commencé à rénover la vieille grange. Avec un peu de temps, le maire leva la main. Le conseil va devoir trancher. Je propose que nous émettions un avis formel. La famille Moreau aura 14 jours pour réduire le nombre de chiens à 3. Passé ce délai, tous les animaux seront saisis par les services de contrôle. Je seconde la motion, lança aussitôt Joël Barrault. Gabriel se pencha en avant, la voix pressante. « Attendez, venez voir avant de décider. Ces chiens ne sont pas des errants ordinaires, ils sont spéciaux. » Élise tira doucement sur la manche de son grand-père et lui murmura quelque chose à l'oreille. Il fronça les sourcils, surpris, puis acquiesça et se tourna vers le conseil. « Ma petite fille souhaiterait vous faire une démonstration si vous acceptez. » Le maire jeta un coup d'œil à sa montre visiblement agacée. « Très bien, 5 minutes. » Élise sortit aussitôt de la salle et revint quelques instants plus tard, accompagnée de Sultan. Le chien avançait à ses côtés avec calme et assurance. Certains membres du conseil sursautèrent légèrement en voyant de près ce géant à la démarche silencieuse. Devant l'estrade, Élise se plaça, leva une main et dit simplement « Position ». Sultan s'assit immédiatement, les yeux fixés sur la fillette. Elle leva un doigt, il se coucha. Un petit mouvement du poignet, et il roula sur le côté. Un autre geste, et il se remit assis, levant la patte droite comme pour saluer. « Il me comprend », dit Élise, la voix plus forte à chaque mot. « Ils me comprennent tous. Ils connaissent aux 47 ordres. » La salle retint son souffle. Ce n'était pas seulement l'exploit canin qui les impressionnait, mais bien la voix claire et assurée d'une enfant qu'il pensait incapable de parler. Même le maire s'était penché en avant, oubliant un instant sa posture de politicien. « Où as-tu appris ces ordres, Élise ?» demanda-t-il d'un ton curieux. En guise de réponse, elle sortit de sa poche un petit carnet en cuir usé. Elle le tendit au maire. Celui-ci l'ouvrit, et ses sourcils se haussèrent à mesure qu'il feuilletait les pages. Son expression passa de la surprise à la stupeur, puis à une forme de respect. « C'est un manuel de dressage militaire, officiel, daté de 2013, spécialité, unité cynotechnique de sauvetage. » Il releva les yeux vers Gabriel. « Où avez-vous trouvé ce manuel ?» Le vétérinaire secoua la tête. « Je ne l'ai jamais vu ?» Tous les regards se tournèrent vers Élise, qui désigna Sultan puis son collier. « Poche cousue », expliqua-t-elle simplement. Cette découverte changea tout. Après la réunion, Gabriel passa la soirée à étudier le carnet. Les pages contenaient des instructions détaillées, protocoles de mission, ordres codés, évaluation de comportement. Il comprit alors ce qu'il avait pressenti depuis longtemps. Ces chiens avaient été formés selon des standards militaires. Et pas pour de simples patrouilles, c'était un groupe d'élite conçu pour les interventions en situation de crise. Les jours suivants, il contacta d'anciens collègues et vétérinaires dont certains avaient travaillé pour l'armée. Petit à petit, le puzzle prit forme. 2 ans plus tôt, un programme expérimental avait vu le jour dans une base satellite de la Vauxière, former des chiens de sauvetage capables de repérer des survivants après des catastrophes naturelles. Le projet avait été abandonné brutalement faute de budget. Normalement, les chiens devaient être soit réaffectés, soit euthanasiés. Mais selon plusieurs sources, un responsable aurait pris une autre décision. Plutôt que de les condamner, il les aurait libérés dans la nature, espérant qu'ils trouvent un nouveau but. Il l'avait trouvé. Gabriel partagea ses découvertes avec Élise pendant qu'il travaillait à retaper la vieille grange. Elle réparait, clouait, installait des couchages, lui posait du lino, des isolants, réaménageait les mangeoires. Chaque chien recevait un nom, un espace, une mission. « Ils sont spéciaux », disait Gabriel en répartissant la paille fraîche. « Ces chiens valaient des milliers d'euros chacun, et tu les as tous attirés ici. » Élise hocha la tête sans surprise. « Je leur parle, et eux, ils écoutent. Le problème,
c'est qu'on nous a donné 2 semaines. Et on en est déjà à 53 chiens. Car la meute continuait de grandir. D'autres bergers allemands apparaissaient en lisière de forêt, seuls, en duo. Et toujours, ils reconnaissaient Sultan comme leur chef et Élise comme leur guide. Elle les intégrait avec une facilité désarmante, les nommant, leur attribuant une place dans la hiérarchie comme si elle avait été militaire toute sa vie. Et les chiens obéissaient, instantanément. « On va leur montrer », déclara Élise un matin en regardant les collines depuis la grange. « On va leur montrer ce que ces chiens savent le faire. » Tandis que Gabriel concentrait ses efforts sur l'aménagement du refuge, installation de canalisation, cloisonnement en bois, système d'aération improvisé, Élise passait ses journées dans le pré, derrière la grange, transformée en véritable terrain d'entraînement. Elle y faisait courir les chiens, les entraîner par petits groupes, répéter les ordres du manuel et en inventer d'autres, plus intuitifs, auxquels les animaux répondaient sans hésitation. Sultan restait son adjoint, son bras droit, son lieutenant. Il faisait démonstration, maintenait l'ordre, corrigeait les écarts de ses semblables d'un simple regard. Docteur Duclos venait toujours chaque semaine, et ses observations devenaient de plus en plus précises. Elle observait Élise diriger 30 chiens avec une autorité naturelle comme un chef d'orchestre au milieu de ses musiciens. La fillette ne chuchotait plus. Elle parlait, elle donnait des ordres, puis des explications. Elle employait des phrases entières, et plus seulement aux chiens. Elle utilise ces animaux comme un pont, expliqua la psychologue à Gabriel un après-midi. Il l'aide à reconstruire sa capacité à interagir avec le monde. Elle n'est plus enfermée. Elle émerge. Et vous craignez qu'elle en devienne dépendante ? Docteur Duclos hésita. Il faudra veiller à ce qu'elle n'oublie pas les humains. Mais pour l'instant, oui, c'est une avancée majeure. Le bruit se répandit vite à Montbrune. Les curieux commencèrent à s'arrêter en voiture le long de la route pour regarder les séances d'entraînement. Certains anciens militaires ou pompiers volontaires reconnurent dans le comportement des chiens les gestes familiers de l'armée. Un homme, un ancien d'une unité cynotechnique, se proposa même d'aider à encadrer les exercices. 3 heures de route chaque samedi. Il ne demandait rien, seulement le droit d'être là. D'autres habitants apportaient des sacs de croquettes, des outils, des matériaux. Les dons affluaient, mais tous n'étaient pas enthousiastes. Les appels anonymes aux services vétérinaires et à la préfecture se multiplièrent. Des rumeurs circulaient. Chiens agressifs, infections, meutes incontrôlables. Rien n'était prouvé, mais les murmures devenaient des soupirs, puis des critiques plus bruyantes. Gabriel le sentait chaque fois qu'il entrait à la supérette. Les conversations s'arrêtaient, les regards devenaient fuyants, et les voitures administratives stationnées à l'entrée de la ferme, vitres teintées, photographiant discrètement les installations, devenaient de plus en plus fréquentes. Le compte à rebours avançait. Il restait 10 jours. Malgré les progrès visibles, Gabriel savait que le conseil municipal avait probablement déjà décidé, que tout cela n'avait été qu'un délai pour éviter un scandale. Le 8e jour, en milieu d'après-midi, Élise faisait un exercice de récupération d'objets avec une escouade de chiens lorsque 2 véhicules s'engagèrent dans l'allée. Un SUV noir suivi d'un pick-up poussiéreux. Gabriel, qui remplaçait des poteaux de clôture, s'essuya les mains et s'approcha méfiant. Le maire Vautrin descendit du SUV, suivi, sans surprise, par Rémi Bastien, le visage fermé, les bras croisés. « Bonjour, messieurs », lança Gabriel neutre. « Visite officielle ? Appelons ça une inspection amicale », répondit le maire, son sourire aussi faux que son accent de cordialité. « Je voulais voir de mes propres yeux ces fameux chiens avant que le conseil prenne une décision définitive. » Rémi, lui, observait les lieux avec un mépris à peine dissimulé. « Ça sent l'urine à 10 mètres, c'est invivable !» Gabriel se retint de répondre puis désigna la grange. « Venez voir ce qu'on a fait. » Drainage, boxes individuelles, zone de soins, station de lavage, tout est aux normes. Mais le maire avait déjà été attiré par autre chose. Il fixait la prairie d'un air fasciné. Là-bas, Élise se tenait au centre d'un cercle de 12 chiens, tous assis au garde-à-vous malgré la chaleur. Sur son ordre discret, l'un d'eux se leva, courut vers un tas d'objets, attrapa un foulard rouge et le rapporta. Un autre fit de même avec un carnet, une chorégraphie fluide, parfaite. « Approchons-nous », suggéra Vautrin. Ils traversèrent le champ sans bruit. Élise les aperçut mais continua l'exercice. Les chiens, concentrés, ignoraient leur présence. Lorsqu'ils eurent bien terminé, elle leva les yeux et salua le groupe d'un simple hochement de tête. « Impressionnant », admit le maire, sincèrement surpris. « Ces chiens sont remarquablement disciplinés. Ils restent dangereux », maugréa Rémi. « Trop nombreux,
trop proche du village. Gabriel s'apprêtait à répliquer, mais Élise le devança. Elle s'avança d'un pas, posa une main sur la tête de Sultan. « Ils sauvent des vies, dit-elle. C'est pour ça qu'ils ont été dressés. » Comme pour le prouver, elle leva la main. Schéma alpha. Les chiens se dispersèrent instantanément en formation de quadrillage, reniflant le sol, inspectant les zones, suivant une logique invisible aux humains mais limpide pour eux. Le maire en resta bouche bée. « Chien de recherche et sauvetage », expliqua Élise, plus confiante. « Ils retrouvent des gens, des blessés, des perdus. » Vautrin hocha lentement la tête. Une compétence rare, très rare. Il ne les regardait plus avec inquiétude, mais avec intérêt. Un intérêt qui fit froid dans le dos à Gabriel. « Ils commencent à se poser, à se stabiliser, tenta-t-il. Élise les comprend de mieux en mieux. » Mais le maire ne l'écoutait plus vraiment. « Localisation » ordonna soudain Élise. Le chien le plus proche tourna la tête, identifia Rémi Bastien et fonça vers lui. L'homme recula d'un bond, effrayé. Le chien s'arrêta à 3 mètres, s'assit et aboya 3 fois, net, rapide, le code pour « cible trouvée ». Élise fit un petit geste, le chien revint vers elle et reçut une friandise. C'est leur protocole. Le maire éclata de rire. Un rire franc, presque enfantin. « Mon Dieu, Bastien, vous auriez dû voir votre tête. » Le promoteur se redressa vexé. « Il m'a surpris, c'est tout. » Bon, assez ri. Le maire redevint sérieux. « Monsieur Moreau, je vais faire une proposition. » Il marqua une pause. Le département envisage depuis longtemps de créer une unité cynotechnique de secours, bénévole bien sûr, mais encadrée. Des chiens comme ceux-là seraient un atout considérable. Gabriel fronça les sourcils. « Vous voulez utiliser les chiens d'Élise ? Disons, formaliser leur présence. On reclasse votre terrain en centre d'entraînement canin et non en propriété résidentielle. Autre règle, moins de restrictions, les chiens restent. Vous gardez vos terres. » Élise, qui n'avait pas cessé d'écouter, leva les yeux vers son grand-père, le visage soudain illuminé. « Oui, ils peuvent t'aider, comme papa et maman. » Un pincement serra le cœur de Gabriel. Son fils et sa belle-fille avaient été pompiers volontaires. Ils seraient les premiers à approuver. Peut-être était-ce la suite logique. « Il faudra du temps, dit-il. La certification pour autant de chiens ne se fait pas en une semaine. Je vais proposer au conseil de prolonger le délai à 60 jours. » Promis Vautrin. Avec contrôle régulier, Bastien assurera la liaison entre la mairie et vous. Le promoteur grimaça mais acquiesça. En s'éloignant, Élise fit un geste. Les chiens rompirent la formation, certains allant se désaltérer, d'autres cherchant l'ombre. Seul Sultan resta à ses côtés. Gabriel murmura « Quelque chose cloche ?»« Il veut quelque chose ?» répondit Élise sans même le regarder. « Oui » confirma Gabriel, le regard sombre. « Mais quoi ?» La réponse ne tarda pas à tomber. 3 jours plus tard, Alice Berthier, la journaliste locale du courrier de Montbrume, débarqua sans prévenir, son carnet à la main et une carte topographique sous le bras. Elle avait ce regard déterminé que Gabriel connaissait bien, celui qu'elle arborait avant une grande révélation. « J'espère que tu es assis », lança-t-elle en entrant dans la cuisine. « Ce que je vais te montrer va te faire bouillir. » Elle déplia la carte sur la table. En lettres rouges, une annotation récente indiquait « Projet de développement, Montbrume, Horizon, phase 1 ». Et juste en dessous, un tracé entourait toute la lisière boisée, la même où Élise avait trouvé les premiers chiens. « C'est un plan de lotissement », souffla Gabriel, déjà glacé. « Une station de montagne de luxe », confirma Alice. « Chalet haut de gamme, golf, restaurant étoilé, 500 hectares de forêt rasée. Et devine quoi ? Phase 2 inclut ta propriété. » Il observe le tracé, les doigts crispés. Mais on n'a reçu aucune offre officielle, juste les insinuations de Bastien. Alice hocha la tête. Ils ne veulent pas acheter. Ils veulent te faire fuir, te pousser à vendre au plus bas. Et les chiens, Gabriel, les chiens étaient leur arme. Si le conseil avait ordonné leur saisie, tu aurais peut-être fini par céder, à bout de force. Mais maintenant que tu as trouvé un moyen de les garder, ça les embête. Alors pourquoi le revirement de Vautrin ? Pourquoi sa proposition ? Alice pointa une autre partie de la carte. Parce que le projet a changé de visage. Il compte de faire de cette unité de chiens un argument de vente. Imagine, venez séjourner à Montbrume Horizon, randonnez dans la nature et si vous vous perdez, nos chiens héroïques vous retrouvent. Parfait pour les brochures. Gabriel sentit une rage froide monter en lui. Il nous utilise. Il joue sur les 2 tableaux. La vieille politique, résuma Alice avec amertume. Mais il ne s'attendait pas à ce que tu résistes autant, ni à ce que la presse commence à s'intéresser à cette histoire. Que comptes-tu faire ? Elle rangea son carnet avec un sourire en coin. Mon boulot,
Montrez la vérité. Et toi » Gabrielle regarda par la fenêtre. Élise brossait Sultan sur le perron, entourée de 2 nouveaux chiens qu'elle venait d'accueillir. « On va certifier chaque chien, tous les 100 s'il le faut. Et ensuite, on protégera cette terre, Alice, coûte que coûte. » Les jours suivants furent une course contre la montre. La ferme, désormais baptisée le refuge des sentinelles, changea du tout au tout. Alice publia un article poignant, à la fois reportage et appel à l'action, qui toucha la communauté bien au-delà de Montbrune. Des bénévoles affluèrent, d'anciens militaires, des éducateurs canins, des passionnés, des artisans proposèrent leur aide pour la grange, des dons de matériaux arrivèrent de tout le département. Chaque chien reçut une évaluation individuelle. On créa des équipes spécialisées. Pistage longue distance, sauvetage en terrain difficile, détection d'odeurs spécifiques. Élise, au cœur de cette organisation nouvelle, dirigeait les opérations avec une maturité désarmante. Elle notait tout dans un carnet à couverture bleue. Nom du chien, capacité, réaction aux ordres, progrès. Elle parlait désormais en phrases complètes à tous les adultes impliqués, donnant des instructions, remerciant, corrigeant même parfois les gestes des bénévoles. Même Rémi Bastien, en charge des inspections hebdomadaires, s'adoucit peu à peu. Difficile de garder rancune face à une enfant aussi déterminée et à une meute aussi disciplinée. D'autant plus que l'un des chiens, un berger allemand au port noble nommé Caporal, semblait s'être pris d'affection pour lui. Chaque lundi matin, il attendait Bastien à l'entrée, queue battante, prêt à l'accompagner dans ses rondes. « Il t'aime bien » remarqua Élise un jour, en observant Caporal trotter à côté de Bastien. « Il est juste curieux » répondit l'homme mal à l'aise. Mais Gabrielle nota les biscuits pour chiens qui apparaissaient régulièrement dans les poches du promoteur. De son côté, le maire Vautrin gardait ses distances. Il se contentait de visites ponctuelles, généralement accompagnées de caméras ou de journalistes. Dans ses discours publics, il vantait les mérites de l'unité cynotechnique de Montbrune, comme si l'idée venait de lui. Gabrielle serrait les dents mais restait concentrée sur l'essentiel. Tenir jusqu'à la fin du délai, prouver que ces chiens n'étaient pas un fardeau mais une ressource, un bien commun. Mais un nouveau défi se présenta. Les chiens continuaient d'arriver, parfois seuls, parfois par 2. Toujours des bergers allemands, toujours marqués par l'expérience militaire. Sultan restait le chef incontesté, mais ses flancs grisonnaient et sa fatigue se lisait dans ses yeux. Il portait le poids de la meute, et la meute, elle, atteignit bientôt les 93. On n'y arrivera jamais à temps, grogna Gabrielle en ajoutant une nouvelle fiche au tableau de suivi. C'est trop. Un soir, alors qu'il vérifiait les enclos à la tombée de la nuit, il s'assit sur la marche de la grange et s'adressa doucement à sa petite fille. « Ma chérie, tu sais qu'on ne pourra pas tous les garder ici. Même avec le centre de secours, on ne pourra pas certifier son chien. Peut-être faudra-t-il en confier certains à d'autres refuges. » Il s'attendait à des larmes, à une révolte. Mais Élise hocha la tête, pensive. « Je sais, mais pas tout de suite. » « Pas tout de suite ?» Elle leva les yeux vers la lisière du bois, où les ombres s'étiraient sous les derniers rayons. « Il en manque 7. Après ça, ce sera fini. » Gabrielle fronça les sourcils. « Comment tu peux savoir ça ?» Elle ferma son carnet, le regard toujours tourné vers les arbres. « C'est Sultan qui me l'a dit. » Il la regarda longuement, partagé entre le scepticisme et l'étrange impression que, depuis des semaines, quelque chose d'inexplicable se jouait ici. Elle n'avait jamais menti, et chaque prédiction, chaque intuition, s'était révélée exacte. Ce soir-là, en allant lui dire bonne nuit, il la trouva endormie, blottie contre Sultan et un nouveau venu nommé Vega, son bras enroulé autour du chien, son visage apaisé, comme si pour elle tout était déjà à sa place. Et au fond de lui, malgré son inquiétude, il murmura « On trouvera une solution, quoi qu'il arrive ». 3 jours plus tard, comme elle l'avait annoncé, les 7 derniers bergers allemands apparurent au lever du soleil. Ils sortirent des bois en parfaite formation, silencieux, déterminés, guidés par un mâle massif à la gueule barré d'une longue cicatrice. Sultan les attendait près de la clôture. Aucun grognement, aucun cri. Seulement un échange de regards, un salut muet entre soldats revenus de mission. Les nouveaux venus le suivirent jusqu'à la cour, où Élise les attendait, carnet en main, déjà prête à les accueillir. Elle leur donna un nom, une place, un rôle. La meute était complète, 100 chiens, 100 bergers allemands. Chacun différent, mais tous semblables dans leur loyauté absolue envers une fillette de 9 ans qui leur avait offert un but. Gabrielle observait la scène depuis le perron, le cœur serré. 100 chiens, qu'est-ce qu'on va faire avec 100 chiens ? La réponse ne tarda pas. Le 30 juillet, la salle du conseil municipal débordait.
On avait dû emprunter des chaises à l'église voisine. Certains habitants restaient debout contre les murs, éventail en main, visage moite sous la chaleur écrasante de fin d'été. Ce qui avait commencé comme une banale affaire de voisinage était devenu le sujet le plus discuté de toute l'histoire récente de Montbrune. Le maire frappa 3 fois de son maillet. Je rappelle que toute interruption entraînera l'ajournement de la séance. Nous avons plusieurs points à l'ordre du jour, mais le premier concerne l'examen final de conformité pour la propriété Moreau. Gabrielle et Élise étaient installées au premier rang. La fillette portait une robe bleu nuit que sa grand-mère lui avait offerte avant sa disparition. Ses cheveux étaient tressés avec soin. À ses pieds, Sultan, vêtu de son harnais de chien de secours certifié, attendait avec calme. « Monsieur Bastien, vous avez effectué les inspections hebdomadaires, veuillez faire votre rapport. » Rémi se leva, ajusta sa chemise et marcha jusqu'au pupitre avec la solennité d'un juge. La propriété Moreau héberge actuellement 100 chiens. Tous en bonne santé, bien nourris, sous contrôle, la grange rénovée offre un abri adapté avec une gestion sanitaire conforme aux normes départementales. Il consulta son carnet concernant les certifications. 38 chiens ont obtenu l'agrément complet de l'autorité cynotechnique régionale. 42 ont réussi les évaluations préliminaires, mais requièrent davantage d'expérience terrain. Dans la salle, un murmure inquiet s'éleva. Gabriel sentit une boule se former dans sa gorge. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais la procédure administrative restait lente, rigide, impersonnelle. En conclusion, poursuivit Rémi, je ne peux pas recommander une validation complète à ce jour. Le maire acquiesça d'un air grave. Merci, monsieur Bastien. Monsieur Moreau, souhaitez-vous faire une déclaration ? Gabriel se leva lentement. Nous avons progressé au-delà de toute attente. Ces chiens ont prouvé leur valeur, leur discipline. Certains d'entre eux ont déjà participé à des missions de recherche dans les communes voisines. Nous avons besoin d'un délai supplémentaire, pas d'un coup près. La conseillère Fabre soupira. Le problème n'est pas seulement la certification, c'est la quantité. 100 chiens, c'est ingérable sur une propriété privée, quelles que soient les installations. Je propose une prolongation de 30 jours, lança soudain Joël Barrault. La famille Moreau a fait preuve de bonne foi. Un autre conseiller appuya la motion. Mais le maire leva la main, son expression se durcissant. Avant de passer au vote, j'aimerais aborder un point crucial, la santé psychologique de l'enfant. Docteur Duclos, vous suivez Élise depuis plusieurs mois. Votre avis ? La psychologue se leva, réticente. Je parlerai en termes généraux, pour préserver la confidentialité médicale. Élise a accompli des progrès remarquables. Le travail avec les chiens a joué un rôle thérapeutique indéniable. Elle hésita, puis ajouta « Cependant, je reste inquiète quant à l'intensité du lien qu'elle entretient avec ses animaux. Pour son équilibre futur, un allègement de la meute pourrait être bénéfique, garder les chiens les plus opérationnels et trouver des familles adaptées pour les autres. » Gabriel sentit sa petite fille se crisper à ses côtés. Il posa une main apaisante sur son épaule. Ses yeux brillaient, mais elle se retint de pleurer. « Merci docteur », conclut le maire visiblement satisfait de cette opinion mesurée. « Nous allons maintenant… » La porte s'ouvrit brutalement. Tous les regards se tournèrent vers le fond de la salle. Alice Berthier fit irruption, essoufflée, tenant son téléphone d'une main et des papiers de l'autre. « Monsieur le maire !» Interruption urgente. Ordre du préfet. Alerte météo de niveau rouge. Vautrin fronça les sourcils. « Madame Berthier, vous perturbez une séance officielle. Les bulletins météo peuvent… » Il ne s'agit pas de bulletins. Le camp d'été de la Roche-aux-Aigles est en cours d'évacuation. L'unique route d'accès est déjà partiellement inondée. 60 enfants sur place. Un silence glacial tomba sur la salle. Le camp de la Roche se trouvait au nord de la commune, dans les contreforts, un coin paisible, sauf quand la rivière des larmes débordait, et aujourd'hui, elle débordait. Quelle est la situation exacte ? Demanda Vautrin, son masque politique soudain tombé. 3 alertes. Inondation rapide. Accès routier compromis. Les enfants sont déplacés vers les hauteurs, mais on a perdu le contact avec un groupe en randonnée. Les secours arrivent Nantes de Saint-Romain, mais ils n'y seront pas avant 1 heure. Gabriel sentit une pression sur sa manche. Élise le regardait avec cette intensité nouvelle dans ses yeux. « On peut aider, dit-elle. Les chiens, on est prêts. »« C'est dangereux, murmura Gabriel. Mais elle secoua la tête. C'est pour ça qu'on s'est préparé. Il comprit alors que chaque jour d'entraînement, chaque ordre appris, chaque chien accueilli, tout menait à cet instant. Il se leva à son tour et fit face au conseil. Nous avons 60 chiens entraînés ou en phase finale de certification. Ils peuvent traverser des terrains impraticables, retrouver des personnes disparues. Ils sont plus rapides que n'importe quel véhicule. Ce n'est pas le moment d'une démonstration, coupa le maire, la voix tremblante.
Il s'agit de vies humaines. Justement, répondit Gabriel. Mon fils et ma belle-fille seraient déjà en route s'ils étaient encore là. Ils ont donné leur vie pour protéger les autres, et je refuse de rester ici les bras croisés. Un murmure d'approbation traversa la foule. Beaucoup se souvenaient des pompiers moraux. Beaucoup leur devaient plus qu'ils ne l'avaient jamais avoué. Le maire hésita, puis regarda la salle, puis Élise. Enfin, il hocha la tête. « Allez-y, Madame Berthier, avertissez le directeur du camp que les secours arrivent. » À pattes. La salle se vida en quelques minutes. Gabriel et Élise coururent jusqu'au camion. Le ciel s'était obscurci. Le tonnerre roulait déjà au loin. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il en démarrant. « Les conditions sont mauvaises. » Elle fixait l'horizon sans ciller. « Ils m'ont écouté. Je dois aller jusqu'au bout. » À leur arrivée à la ferme, les chiens étaient déjà rassemblés, agités, alertes. L'orage approchait et les pressions atmosphériques avaient mis toute la meute en état d'alerte. Élise se glissa parmi eux comme un général au cœur de son armée. Elle sélectionna 60 chiens, les plus endurants, les mieux entraînés, et les répartit en équipes de 3. Gabriel, épaulé par les bénévoles venus directement de la mairie, distribua les harnais spéciaux conçus pour les interventions d'urgence. Poche latérale contenant trousse de premier secours, couverture de survie, balises lumineuses. Le maire Vautrin arriva à ce moment précis, suivi de 3 pompiers volontaires. En les voyant, il s'interrompit, bouche bée. 60 bergers allemands formaient un alignement parfait dans la cour, attendant les ordres, comme une armée disciplinée au service d'une fillette de 9 ans. Gabriel le salua d'un hochement de tête. « On est prêt !» Vautrin s'approcha, regard encore marqué par l'incrédulité. « Écoutez, mon fils, Julien, est moniteur au camp cette année. C'est lui qui était en randonnée avec les enfants manquants. » La voix du maire avait changé. Plus de posture, plus de faux semblants, juste la voix d'un père inquiet. Gabriel posa une main sur son épaule. « On les ramènera. » Un cri vint de la grange. « Ordre de départ immédiat !» hurla un pompier. Les bâtiments du bas commencent à être submergés. Le groupe en randonnée n'est plus joignable. Gabriel se tourna vers sa petite fille. Elle était déjà en mouvement. Sultan en tête, les chiens suivaient en silence, concentrés. Élise leva la main. Trouvé et protégé. Formation alpha. Le commandement claqua dans l'air. Sans un aboiement, les chiens se mirent en route, guidés par Sultan, disparaissant dans la forêt à la lisière du domaine. Élise les suivit, vêtue d'un imperméable bleu foncé. Sa silhouette minuscule mais déterminée. Gabriel, les pompiers et le maire tentèrent de suivre, mais les chiens et la fillette prirent rapidement de l'avance. Ils avançaient plus vite, plus efficacement. Le terrain devenait difficile, boueux, rendu glissant par les premières pluies. En atteignant la crête, Gabriel s'arrêta pour reprendre son souffle. En contrebas, la vallée était déjà noyée. La rivière des larmes, qui serpentait habituellement paisiblement au milieu des champs, s'était transformée en un torrent furieux. Vautrin observait à travers des jumelles. Ils vont droit vers le camp. Et ensuite, ils bifurquent vers l'est. Gabriel fronça les sourcils. Vers la boucle du sentier du Castor, là où la rivière déborde en premier. La radio grésilla à la ceinture d'un pompier. Base à toutes les unités, contact visuel perdu avec les enfants de la randonnée. Dernier signal, sentier secondaire longeant le ruisseau des Fenouilles. Accès impossible en véhicule. Un silence s'installa. Puis Vautrin souffla. Ils n'y arriveront pas à temps. Gabriel serra les poings. Si, Élise sait où ils sont. En bas, dans la forêt, Élise avançait avec détermination. Les chiens déployés en éventail scannaient le terrain, flairant les courants d'air, scrutant les traces. Sultan restait à sa gauche, ses oreilles dressées, son regard vif. Ils atteignirent l'entrée du sentier de secours après 20 minutes de course. En contrebas, le ruisseau des Fenouilles avait débordé. Les pierres n'étaient plus visibles. Le sentier n'était qu'un courant boueux bordé d'arbres déracinés. Max, le surnom d'un des chiens affectés au pistage de personnes, s'arrêta net, renifla une écorce, puis émit un gémissement bref. Élise accourut. Elle leva les yeux, et là-bas, sur une hauteur, elle aperçut un sac à dos rouge, agité comme un drapeau. Elle cria « Ne bougez pas, les chiens arrivent !» Un des moniteurs leva la tête sidéré. « T'es qui, toi ?»« Élise Moreau. Unité de secours, cynotechnique. On est là pour vous. » Elle fit un signe. 10 chiens quittèrent la formation principale, descendirent vers le groupe piégé. 23 enfants, 2 moniteurs. Des plus jeunes en pleurs, d'autres déjà frigorifiés. Le sol se fissurait sous leurs pieds. Il fallait les sortir de là. Et vite. Ils sont trop jeunes pour traverser seuls, déclara le plus âgé des moniteurs, un adolescent trempé jusqu'aux os.
Les chiens les guideront, répondit Élise. Ils sont entraînés pour ça. Elle fit un signe vers Sultan. Équipe A, sécurisation. Équipe B, traversée en binôme. Les chiens se placèrent, un par deux enfants, guidant leurs pas vers les points les plus stables. Une corde fut déroulée depuis le haut de la pente. Élise l'attacha à un tronc, puis à Sultan qui servait d'ancre vivante. Elle descendit lentement, surveillant chaque passage. Les enfants franchissaient un à un les rochers immergés, serrant les harnais des chiens, obéissant aux indications. L'eau montait vite. Une vague de branches dériva soudainement, manquant d'emporter deux petites filles. Mais un chien se jeta devant, amortissant le choc, les ramenant vers la pente. Enfin, ils y étaient presque. Il ne restait que 3 personnes, Élise, un moniteur et un garçon nommé Mathieu, paralysé par la peur. Le garçon refusait de bouger. « Allez-y, dit Élise, je reste avec lui. » Le moniteur hésita, puis hocha la tête. Avec un dernier regard, il disparut dans la pente, guidé par un chien au pelage noir. Élise se pencha vers Mathieu. « Je sais que tu as peur. Moi aussi j'ai eu peur. Mais ils sont là. Ils ne te laisseront pas tomber. » Soudain le sol céda. Elle poussa le garçon en arrière, mais tomba dans l'eau. Le courant l'emporta aussitôt. Sultan hurla et plongea. L'eau glacée l'enveloppa comme une masse compacte, la faisant tournoyer, aspirée par le courant. Elle n'eut même pas le temps de crier. Une branche heurta sa jambe, puis une autre sa tempe. Tout devint flou. Elle se débattait à peine, incapable de comprendre où était la surface, où était le ciel, où était le sol. Puis, soudain, une mâchoire douce mais ferme agrippa le col de sa veste. Pas pour blesser, mais pour maintenir, pour sauver Sultan. Malgré la violence du torrent, il nageait avec puissance, coupant les remous avec détermination. À ses côtés, 2 autres chiens surgis de la berge se jetèrent dans les eaux en furie, formant un triangle autour d'elle. Ils l'encerclèrent, guidant Sultan vers un amas de branchages échoués contre une souche. C'est là qu'ils réussirent à hisser Élise, trempée, grelottante, sur une île de fortune faite de bois, de boue et de débris. Sultan resta contre elle, la tête posée sur sa poitrine, vérifiant sa respiration. Elle était vivante, inconsciente, mais en vie. Pendant ce temps, au camp principal, Gabriel et le maire Vautrin étaient arrivés, essoufflés, les bottes couvertes de boue. La scène était chaotique. Des enfants pleuraient, des animateurs parlaient dans plusieurs talkies à la fois, les chiens de la ferme achevaient l'acheminement des groupes, les aidant à franchir les dernières pentes glissantes. Mais pas d'Élise, pas de Sultan. Un cri fendit l'air. « Papa !» Julien Vautrin courait vers son père, encore haletant. « C'est incroyable. Ils nous ont tous ramenés, ces chiens. » Elle les commandait comme une générale. Gabriel attrapa le bras du garçon. « Où est-elle » Julien hésita, puis baissa les yeux. « Elle était encore là quand j'ai quitté la corniche. Il y avait un garçon tétanisé. Elle est restée avec lui. Puis, le sol a cédé. Et elle est tombée. » Gabriel sentit le monde vaciller. Sultan, son ange gardien, l'aurait suivi, bien sûr, mais si l'eau les avait emportés, si elle s'était blessée, il se tourna vers les chiens restés au camp. Ils formaient encore un périmètre protecteur autour des enfants. Certains étaient déjà couchés, épuisés, mais leurs oreilles restaient attentives. « Trouvez-la » murmura Gabriel, incapable de hausser la voix. « Je vous en supplie. » Un berger au pelage sombre, nommé Volt, s'avança, le regard fixé dans celui de Gabriel. Il aboya une fois comme pour dire « compris », puis s'élança. 5 autres le suivirent. Vautrin s'approcha. « J'y vais avec vous. » Gabriel le regarda surpris. « Vous êtes mère, vous n'avez pas... C'est mon fils qu'elle a sauvé. Et votre petite fille est là dehors. Je viens. » Sans attendre de réponse, il enfila une parka de secours et suivit les chiens qui avaient déjà entamé leur descente dans la vallée. La forêt était plongée dans un silence étrange, entrecoupé seulement par les craquements d'arbres saturés d'eau. Le vent avait baissé, mais les pluies continuaient à tomber, trempant tout, rendant chaque pas difficile. Les chiens menaient la course. Ils s'arrêtaient parfois, flairant, échangeant des regards, puis redémarraient. Après plus d'un quart d'heure de marche, l'un d'eux émit un aboiement bref, puis s'élança vers un talus escarpé. En contrebas, sur une sorte de radeau naturel de bois et de terre, reposait Élise. Sultan veillait, tremblant de froid, mais toujours vigilant. Gabriel sentit son cœur cesser de battre un instant. Puis il se précipita, glissant sur la pente, dérapant jusqu'à atteindre le bord de l'eau. Impossible d'y accéder directement. Le courant était trop fort. Vautrin observait. « Il nous faut un plan. » Volt, le chef du groupe de recherche, s'élança en avant, puis revint, entraînant dans sa gueule une longue branche de bois flottée.
2 autres chiens arrivèrent, poussant un tronc plus solide. En quelques minutes, les chiens rassemblèrent assez de matériaux pour un radeau de fortune. Gabriel comprit leur intention. « Ils veulent-tu que l'on traverse avec ça ?» Vautrin attrapa une corde dans son sac de secours. « J'étais nageur en compétition. Je prends la corde. Vous me tenez l'autre extrémité. » Gabriel voulut protester, mais le maire était déjà attaché, déjà sur le radeau, déjà prêt à se lancer. Le courant les secoua. L'embarcation improvisée tanguait dangereusement. Mais Vautrin tenait bon. Lorsqu'il atteignit l'île, il s'agrippa à une branche, puis hissa Élise contre lui. Elle respirait, faiblement, mais elle respirait. « On l'a, Gabriel !» cria-t-il. Volt aboya de nouveau. D'autres chiens s'étaient alignés dans le courant, formant une ligne vivante, comme des bornes mouvantes. Une à une, ils stabilisaient les flots. Vautrin, avec Élise dans les bras, posa le pied sur le dos du premier chien, puis du second. Pas après pas, porté par la fidélité et l'intelligence de ces animaux, il revint jusqu'à la rive, jusqu'à Gabriel. Quand il la déposa dans les bras de son grand-père, ce dernier chancela. Mais il ne pleura pas. Pas encore. Il posa sa main sur la joue froide de l'enfant. « Elle est avec nous, elle est là. » Et dans un hurlement mêlé de joie et de triomphe, Sultan leva la tête vers le ciel. Les autres chiens répondirent, formant une chorale grave et puissante qui résonna à travers toute la vallée, comme pour dire au monde entier « La mission est accomplie ». 6 mois plus tard, la ferme Moreau ne ressemblait plus en rien à ce qu'elle était. Les bâtiments rénovés, les champs désherbés, les clôtures reconstruites, mais surtout, l'ambiance avait changé. Une paix profonde, vibrante, comme si les lieux eux-mêmes avaient retrouvé un sens. Le vieux panneau en bois à l'entrée avait été remplacé par une arche sculptée où l'on pouvait lire « Refuge des sentinelles, centre cynotechnique et de résilience ». La grange était désormais méconnaissable. Peinte d'un rouge éclatant, elle abritait des chenils modernes, un centre de soins vétérinaires, des espaces de formation. Juste à côté, une aile neuve hébergeait une salle pédagogique où chaque week-end, des groupes venaient se former. Pompiers, enseignants, familles, vétérans. Parmi eux, Élise, désormais âgée de 9 ans, dirigeait toujours ses troupes à la perfection. Son visage gardait la même douceur enfantine. Mais ses gestes étaient ceux d'une chef. Le front barré d'une fine cicatrice, souvenir de cette journée où la rivière avait bien failli la vaincre, elle se tenait droite au milieu du terrain d'entraînement, observant Sultan organiser une série d'exercices. Elle portait l'uniforme officiel du centre, un polo bleu nuit avec écusson doré, instructeur en chef Élise Moreau. Ses ordres, clairs et calmes, portaient loin. Et surtout, ils étaient respectés. Sur la terrasse de la maison, Gabriel sirotait un café, un dossier d'inscription sur les genoux. À ses côtés, la docteure du clos, devenue bien plus qu'une simple thérapeute. Elle venait désormais chaque semaine, non seulement pour le suivi d'Élise, mais aussi comme conseillère sur les nouveaux programmes du refuge. Chien d'assistance pour anciens combattants, formation post-traumatique, accompagnement éducatif. Elle a changé de monde, dit-elle, en observant Élise. Elle parle à tout le monde, elle guide les adultes comme si c'était naturel. C'est fascinant. Gabriel acquiesça. Les chiens l'ont sauvée, et elle les a sauvés. Les demandes affluaient de partout. D'anciens militaires frappaient à la porte pour rejoindre le programme de réinsertion. Des enfants en difficulté venaient suivre des ateliers avec les chiens. Même des médecins commençaient à recommander le centre à leurs patients. On appelait cela la méthode Moreau. Et tout cela, c'était grâce à une fillette qui, un jour de pluie, avait décidé de tendre la main à un chien blessé. Alice Berthier arriva en klaxonnant comme à son habitude. Elle sortit de sa voiture avec un carton rempli de café. Elle avait troqué son appareil photo pour un enregistreur vocal, travaillant désormais sur un podcast intitulé « Sans cœur, sans chien, chronique d'un miracle silencieux ». Encore en avance, lança-t-elle à Gabriel en lui tendant un gobelet. « Et j'ai une info pour toi. Le projet Montbrum Horizon, enterré. Définitivement. » Gabriel haussa un sourcil. « Officiellement ?» Alice hocha la tête. « Le conseil départemental vient de classer la zone comme réserve naturelle mixte et centre d'entraînement civil. Protection à 360 degrés. Plus aucun promoteur ne pourra y toucher. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance ? » Elle sourit. « Toi, ta petite fille. Et surtout, les vidéos. Car depuis la nuit du sauvetage, rien n'était plus comme avant à Montbrum. Les images de ces chiens formant un pont vivant dans les eaux en furie, guidés par une fillette, avaient fait le tour du monde. Les chaînes d'information, les sites spécialisés, les journaux internationaux, tout le monde avait voulu savoir qui était cet enfant.
D'où venaient ces chiens? Des anciens maîtres chiens avaient reconnu certains animaux. D'anciens officiers avaient témoigné. Les chiens appartenaient à un programme militaire ultra spécialisé, abandonné faute de budget. Un commandant, refusant de les faire euthanasier, les avait relâchés dans les bois, espérant qu'ils trouvent un autre destin. Et ils avaient trouvé Élise. La journaliste montra son téléphone à Gabriel. Une alerte venait de tomber. Shepherd's Haven, le nom anglais retenu pour les publications internationales du centre, venait d'être inscrit dans un programme de collaboration nationale avec les services de secours. Ce n'était plus un refuge rural. C'était devenu un centre de référence. « Il arrive », dit Tyler en descendant de la camionnette de livraison. Le fils du maire, sauvé par Élise, avait abandonné ses projets de fac de commerce pour devenir assistant coordinateur du centre. Il avait obtenu un certificat d'intervention cynotechnique et consacrait désormais ses journées à l'organisation des missions, des formations et des soins aux chiens les plus âgés. « Mon père est en route », ajouta-t-il. Il ne manquerait ça pour rien au monde, car ce jour-là, une cérémonie devait avoir lieu. Une reconnaissance officielle. La signature du partenariat entre le refuge des Sentinelles et les services départementaux de secours, scellant un lien durable entre la ferme et toutes les unités d'intervention de la région. Les gens affluaient, des familles entières, des enfants du camp d'été, venus avec leurs parents remercier Élise, des journalistes, des vétérinaires et même certains élus, autrefois sceptiques, aujourd'hui ravis d'être associés à un projet aussi fédérateur. Le maire Vautrin arriva en fin de matinée, visiblement ému. Il rejoignit Gabriel au premier rang, ajustant sa veste avec maladresse. « Vous souvenez-vous du jour où vous m'avez menacé avec une fourche pour défendre vos chiens ?» lança-t-il à mi-voix. Gabriel sourit. « Je me souviens surtout que vous aviez promis d'inspecter le toit de la grange. Vous ne l'avez jamais fait. »« Pas besoin maintenant, » répondit Vautrin en regardant autour de lui. « Vous avez bâti quelque chose qui vaut mieux qu'un toit. » Les chiens se mirent en formation. Tous. 100 bergers allemands parfaitement alignés, le regard fixé vers la Seine. Max, Sultan, Volt, Caporal et tous les autres. Un silence impressionnant régna. Même les enfants se turent. Élise s'avança vers le pupitre. Pas de fiches, pas de discours rédigés. Juste elle face au monde. Il y a 1 an, quand j'ai commencé à ramener des chiens blessés à la maison, tout le monde m'a prise pour une folle. Ou une enfant perdue. Elle marqua une pause, le vent léger souffla dans sa natte. Aujourd'hui on est là, sans chiens, sans sauvetage, une centaine de raisons de croire que parfois, les histoires folles sont les plus vraies. Elle posa la main sur la tête de Sultan. Ma mère disait que la famille, ce n'est pas que le sang. C'est ceux pour qui on est prêt à tout risquer. Elle se tourna vers les chiens. Eux, ils ont tout risqué. Pour moi, pour vous, pour nous tous. Un long silence. Puis Sultan leva la tête et hurla. Un hurlement clair, long, profond, bientôt rejoint par tous les autres. Un cœur vibrant, solennel, puissant. Une déclaration, un serment. Le monde entier pouvait l'entendre. Ici, on protège. Ici, on soigne. Ici, on se relève ensemble. Après le discours d'Élise, un silence respectueux régna dans toute l'assemblée. Pas un bruit. Même les bébés dans les bras de leurs parents semblaient retenir leurs pleurs. Puis, comme un seul être, les gens se levèrent pour applaudir. Longuement, sincèrement. Les larmes coulaient sur bien des joues, mêlées de soulagement, d'admiration, d'espoir. Le maire Vautrin monta sur scène, l'air solennel. Il remit officiellement à Élise un insigne symbolique, une étoile d'argent entourée de 2 pattes gravées, l'emblème du tout nouveau corps canin de recherche et de sauvetage départemental dont elle était désormais la marraine fondatrice. Cette médaille, dit-il, la voix étranglée, n'est pas qu'une récompense. C'est la reconnaissance d'un peuple envers une enfant, envers des chiens, envers une idée folle qui a sauvé des vies. Gabriel, resté en retrait, n'avait rien dit. Il n'avait pas besoin. Son regard vers Élise suffisait. Fierté, amour, respect. Il voyait là non seulement la survivante qu'elle était devenue, mais la bâtisseuse qu'elle était en train d'être. Les mois qui suivirent furent intenses. On fit venir des experts pour améliorer les infrastructures. De nouvelles ailes furent construites avec des dortoirs pour les bénévoles, des boxes chauffées pour les chiens âgés, une cuisine communautaire pour accueillir les groupes. Des vétérinaires bénévoles se relayaient. Des éducateurs spécialisés en traumatisme rejoignirent les ateliers. Les programmes de formation se multipliaient. Enfants en difficulté, anciens combattants souffrant de stress post-traumatique, familles ayant vécu des drames, tous trouvaient au refuge des Sentinelles un endroit où recommencer, tranquillement,
à leur rythme, guidés par les chiens, écoutés par Élise. La docteure Duclos souriait souvent désormais. Lors de ses bilans, elle constatait que la petite ne présentait plus aucun symptôme de mutisme sélectif. Au contraire, elle s'exprimait avec aisance, menait les réunions, transmettait même ses connaissances à d'autres enfants. Son lien avec les chiens restait intense, mais il n'était plus une barrière. Il était devenu un pont. Elle n'a pas fui le monde, expliquait la psychologue lors des conférences organisées par le centre. Elle l'a reconstruit autour d'elle, brique par brique, poil après poil. De son côté, Tyler Vautrin, désormais diplômé et assistant coordinateur à plein temps, développa une branche opérationnelle du refuge. Intervention de secours rapide en zone sinistrée. Grâce à un partenariat avec les pompiers de plusieurs départements, une dizaine de chiens du refuge furent déployés après des tempêtes, des glissements de terrain ou des disparitions inquiétantes. À chaque retour de mission, ils étaient accueillis comme des héros. Même Sultan, pourtant vieillissant, participait encore aux démonstrations, levant la patte avec dignité. Le plus incroyable, c'est qu'aucun des 100 chiens n'avait quitté le refuge. Aucun n'avait été replacé ailleurs. Élise avait eu raison, c'était une famille, une meute, et chacun avait trouvé sa place dans cette structure organique, disciplinée mais chaleureuse. Le gouvernement national, informé par des reportages devenus viraux, avait lancé un audit sur l'abandon des chiens militaires. Une réforme fut votée. Désormais, tout chien de l'armée non réaffecté serait proposé en adoption prioritaire à des centres de réhabilitation reconnus. Et le tout premier sur la liste était le refuge des Sentinelles. Un an après le sauvetage du camp d'été, une commémoration fut organisée à Montbrune. Elle rassembla plus de 2000 personnes, d'anciens maîtres chiens vinrent saluer les animaux qu'ils avaient un jour formés. Des familles remercièrent Élise à voix tremblante. Un petit garçon, jadis perdu sur le sentier inondé, offrit à la fillette un dessin, 100 chiens autour d'un cœur. Pendant la cérémonie, Élise ne prononça pas de discours. Elle demanda seulement à Sultan de s'asseoir à ses pieds. Elle leva la main et les 100 chiens s'alignèrent comme ils l'avaient fait la première fois. Puis, calmement, elle dit « On a prouvé qu'ils n'étaient pas des fardeaux, pas des restes de guerre, ce sont des protecteurs, des guérisseurs, des amis. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Et tant que j'aurai un souffle, ils auront un foyer. » Le public se leva, une fois encore, mais cette fois, ce fut une ovation calme, posée, comme un serment silencieux partagé par tous. Ce jour-là, quelque chose bascula définitivement dans l'esprit collectif. Ce n'était plus l'histoire de chiens rescapés, ni d'une enfant blessée. C'était l'histoire d'un réveil, d'une communauté qui, autour d'un projet fou, s'était redéfinie. Gabriel observait sa petite fille depuis le banc de pierre où il s'était installé. À côté de lui, la docteure Duclos prit sa main. « Vous savez, dit-elle, je crois que cette ferme n'est plus seulement un refuge, c'est un symbole. » Il hocha la tête, la gorge serrée. « Un symbole de quoi ?» demanda-t-il, presque à voix basse. Elle répondit sans hésiter. « De ce que devient le monde quand on choisit d'aimer plutôt que de fuir. » Le soir même, la ferme baignait dans une lumière dorée. Les dernières lueurs du soleil couvraient les pâturages d'un voile chaud et paisible. Les chiens, après une journée de démonstration et d'interaction, se reposaient par petits groupes, certains au pied des bénévoles, d'autres blottis contre des enfants venus leur dire au revoir. Un calme profond s'était installé, celui qui vient après la tempête, quand le monde semble enfin respirer à nouveau. Élise était assise sur le perron de la maison, son carnet ouvert sur les genoux. Elle écrivait. Depuis la création du refuge, elle tenait un journal pour chaque chien, une fiche de suivi, un portrait, un souvenir. Ce soir-là, elle en terminait le 100e, celui de Sultan. Gabriel s'approcha, portant 2 chocolats chauds, il s'assit à côté d'elle sans un mot. Le silence entre eux était devenu une forme de langage. Ils regardèrent ensemble le soleil descendre lentement derrière la colline, au-dessus du vieux sentier qui autrefois menait à la forêt, là où tout avait commencé. « Tu sais, dit Gabriel enfin, quand ton père a construit cette ferme, il avait un rêve. Il voulait que ce soit un lieu de passage entre la nature et l'humain. Pas seulement une terre à cultiver, une terre où l'on guérit. » Élise le regarda. « Tu crois qu'on a réussi ?» Il sourit. « Je crois que vous avez fait mieux que réussir. Vous avez rendu ce rêve réel, et vous l'avez élargi à tout un monde. » Sultan, comme s'il avait compris, posa sa tête contre la jambe de la fillette, émettant un petit gémissement de contentement. Sa respiration était plus lente ces temps-ci. Il vieillissait, mais son regard restait le même, vigilant, aimant, indéfectiblement lié à celle qu'il avait choisi de suivre ce jour-là.
sous la pluie. Élise ferma doucement son carnet. Il y en aura peut-être d'autres? D'autres chiens? D'autres histoires? D'autres âmes perdues? D'autres enfants qui auront besoin de ce lieu, comme moi j'en ai eu besoin. Gabriel posa une main sur son épaule. Alors on les accueillera, un par un, comme on l'a toujours fait. En contrebas, les premières étoiles commençaient à apparaître. Les chiens s'étaient couchés, les uns collés aux autres. Certains remuaient encore la queue comme pour répondre à une caresse invisible. Au loin, dans la grange désormais transformée en centre vétérinaire, un panneau avait été accroché par Tyler. On y lisait une phrase d'Élise, gravée à la main. « Ils ne m'ont pas parlé, mais je les ai entendus. » Cette nuit-là, sous un ciel constellé, une paix profonde régna sur le refuge des sentinelles. Une paix née de la douleur, construite sur la résilience portée par l'amour. Et au cœur de cette paix, une fillette et son chien veillaient silencieusement sur un monde qu'ils avaient contribué à réparer. Car ils avaient tout risqué pour protéger, pour sauver, pour aimer. Et cela, personne ne l'oublierait jamais. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce récit. À très bientôt dans la prochaine vidéo.